L'équipe qui m'accompagne ce soir sur CNews et sur Europe 1, Louis de Ragnel, fidèle de cette émission. Bonsoir mon cher Louis. Thierry. J'accueille beaucoup de plaisir Guillaume Garnier, ancien plongeur démineur de la Marine nationale. On va montrer votre livre, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1. Votre livre s'appelle Plongeur démineur des hommes ordinaires. Merci d'être avec nous ce soir. Arthur Delaborde, journaliste à Europe 1, qui va tout nous dire dans quelques instants sur cette conférence ce soir. J'accueille également avec beaucoup de plaisir, fidèle de cette émission, Véronique Jacquier, journaliste. Bonsoir Véronique. Bonsoir, Bruno Combi, ancien officier de la Marine nationale, polytechnicien. Bonsoir Bruno. Thierry. Et Marc Varno, fidèle de cette émission et chef d'entreprise, qui réagira également sur le carburant, etc. etc. Beaucoup de choses. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, on va commencer cette page par une page internationale, si vous le voulez bien. Et cette annonce, je vous le disais, c'est quand même l'annonce du jour. Il n'y a que des bonnes nouvelles, n'est-ce pas, mon cher Bruno Combi. Le détroit d'Ormuz entièrement ouvert pendant ce cessez-le-feu. C'est l'annonce faite par l'Iran ce vendredi. Surprise, surprise. Annonce faite au moment même où Emmanuel Macron a bien organisé ce vendredi une conférence de sécurisation de ce fameux détroit ô combien stratégique. Arthur, on va y revenir dans quelques instants. Emmanuel Macron, il n'était pas tout seul, mais on va d'abord écouter Emmanuel Macron, puis vous allez nous dire comment les choses se sont passées, parce qu'il y a les annonces, et puis il y a les annonces, mais il y a les paroles et les actes. Et on va voir tout ça avec vous. D'abord, Emmanuel Macron. La réunion d'aujourd'hui d'un groupe d'États indépendants, distinct des hostilités en cours, permet d'adresser un message simple que je résumerai ainsi. Nous demandons tous la pleine réouverture immédiate, inconditionnelle, par toutes les parties du détroit d'Ormuz. Nous demandons la restauration des conditions de libre passage qui étaient en vigueur avant la guerre et le plein respect du droit de la mer. Nous nous opposons tous à toute restriction, tout régime de convention qui équivaudrait dans les faits à une tentative de privatiser le détroit et évidemment tout système de péage. Alors, Arthur Delaborde, vous étiez donc à cette conférence, il y a les paroles, une succession de paroles. Que faut-il retenir de ces différentes déclarations? J'ai hâte de vous entendre. Bon, ce qu'on retient d'abord, c'est la volonté d'unité affichée par les Européens et par leurs alliés. Emmanuel Macron, ça fait depuis un petit moment maintenant, depuis début mars, qu'il met cette idée de mission de sécurisation sur la table pour le détroit d'Ormuz. Il arrive quand même à faire avancer le dossier, mais ce qui tombe mal, c'est qu'au moment où il prend la parole, on a une réponse quasi immédiate de Donald Trump qui dit, pour résumer, qu'il ne veut pas des pays de l'OTAN à Ormuz. On voit bien qu'il y a un peu une opposition qui devient assez classique entre, d'un côté, Emmanuel Macron qui défend le multilatéralisme et le président américain qui, lui, montre bien que c'est lui qui a la main à Ormuz. Ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a une dizaine de jours, il appelait les pays de l'OTAN à intervenir pour sécuriser le détroit. Là, il change sa position, mais on voit qu'il est maintenant dans une position de force. Il veut montrer que c'est lui qui tient le dossier. Donc, finalement, assez peu d'avancées, si ce n'est qu'on a l'annonce d'une réunion dans une semaine à Londres, ou en tout cas la semaine prochaine à Londres, pour planifier, dire concrètement quels moyens militaires les Européens et leurs alliés pourraient envoyer sur place pour sécuriser Ormuz, mais on voit mal comment concrètement on pourrait intervenir sur l'aval de Washington. Ouais, ça me paraît difficile. Guillaume Garnier, merci d'être avec nous, parce que je le rappelle, vous êtes ancien plongeur et démineur de la Marine nationale. Comment on peut sécuriser ce fameux détroit, sachant qu'évidemment il y a des mines dans le détroit. Effectivement, je pense que la première des choses, c'est, comme c'est le cas, en fait, un cessez-le-feu. Il ne pourra pas y avoir de déminage correct qui permettra l'entière ouverture et surtout de rassurer toutes les assurances des pétroliers sans qu'il y ait le conflit soit terminé. Parce qu'effectivement, pour commencer à faire le déminage, il faut des chasseurs de mines. Donc il faut déjà qu'ils arrivent sur place. Et après, tout doucement, mètre par mètre, mètre carré par mètre carré, sonder le fond de la mer pour déterminer où sont les mines et pouvoir intervenir dessus. Alors, la France, on a un vrai savoir-faire en plus en la matière. Oui. On a un vrai savoir-faire. Oui, tout à fait. Effectivement, on est quand même sur le podium mondial de la guerre des mines en France. On
on a une bonne pratique de cette activité parce que, en fait, tout le littoral français a subi de la pollution pyrotechnique du fait de la Première et Deuxième Guerre mondiale, que ce soit des bombes, des obus ou des mines. Et donc, tous les jours, les chasseurs de mines s'entraînent et les plongeurs démineurs s'entraînent à aller nettoyer les côtes françaises. Et donc, on a une réelle expertise. On sait trouver les mines, on sait les détruire. Ce qui nous permet d'être bien placés. On a pu faire évoluer notre matériel aussi, nos chasseurs de mines, qui commencent à être un peu vieillissants, mais on a réussi à les faire monter en gamme. Et on prépare en parallèle un programme basé plutôt sur les drones et sur les rovers sous-marins. Bruno Combi, que retenez-vous un petit peu de cette conférence, de ces différentes annonces et très concrètement? Alors, une remarque d'abord sur la question du déminage. Merci pour vos précisions. C'est qu'il s'agit d'un travail qui est vraiment très précis et très minutieux. Vous avez là un immense golfe et il faut scanner l'entièreté, chaque mètre cube d'eau de ce golfe, chaque mètre carré du fond de la mer de ce golfe pour vérifier qu'il n'y ait pas une mine qui soit posée dans le fond ou qui flotte entre deux eaux. Et donc, c'est un travail d'une grande précision qui doit se faire mètre cube par mètre cube sur un volume d'eau immense. Donc, ça prend du temps. Effectivement, ce n'est pas possible de le faire dans des conditions correctes tant que ce n'est pas pacifié. Tout à fait. Donc ça, c'est un point qui est très important. Donc ce que je retiens sur cette situation actuelle, c'est que l'Iran annonce la réouverture totale du détroit d'Ormuz, mais les mines sont encore en place. Et donc ça oblige les bateaux qui voudraient sortir dans ce détroit soi-disant totalement ouvert en passant tout près de l'Iran. Et ils n'ont pas vraiment précisé si le péage était encore en vigueur ou pas. Ce point-là ne me paraît pas très clair. Et donc Macron, notre président, a eu tout à fait raison de demander que ça soit dans le libre respect du droit maritime international, c'est-à-dire sans péage. Et le deuxième point, ensuite, qui me paraît un petit peu flou, c'est que le détroit d'Ormuz lui-même, qui était bloqué par les Iraniens, donc les Iraniens ont dit c'est ouvert, ça y est, victoire, mais le blocus du golfe d'Oman, qui lui est fait par les Américains, j'attends de voir une déclaration précise de Donald Trump disant qu'il lève ou pas le blocage du côté d'Oman, parce qu'il y a notamment 3 gros pétroliers iraniens qui sont sous sanctions et qui sont chargés à bloc de pétrole. On parle de 5 millions de barils de pétrole, donc 3 pétroliers d'environ 200 000 tonnes en moyenne, qui sont chargés de pétrole dans le golfe d'Oman et prêts à partir dès que les Américains les laisseraient faire. Et j'imagine que les Iraniens demandent ou espèrent en mesure réciproque de leur ouverture à eux, une ouverture de l'autre côté. Or, Donald Trump n'a pas répondu pour ce point-là. Alors, pardonnez-moi, mais priorité à nos équipes qui sont sur le terrain, puisqu'on m'annonce que Pauline Trezzer et Fabrice Elsner, nos envoyés spéciaux, l'une de nos équipes envoyées sur le terrain est connectée. Bonsoir, Pauline. On l'a vu, Donald Trump met maxi pression sur les épaules du Premier ministre israélien dans l'application de ce fameux cessez-le-feu. Et ça, c'est important. Et on comprend pourquoi, d'ailleurs. Pauline. Oui, tout à fait. Donald Trump dit interdire à Israël de bombarder le Liban, alors que Benyamin Netanyahou venait d'affirmer que les opérations n'étaient pas terminées au Liban pour démanteler le Hezbollah. Ici, cette déclaration n'est pas très bien accueillie, puisque nous avons recueilli des témoignages d'habitants qui nous confiaient que cette guerre serait terminée seulement lorsque tout le réseau du Hezbollah aurait été démantelé. Un cessez-le-feu qui est donc très fragile, puisqu'une question se pose également ici. Est-ce que le cessez-le-feu est déjà rompu? Des médias libanais viennent d'affirmer qu'un soldat qu'un habitant libanais aurait été tué suite au tir de roquettes de l'armée israélienne à Binjbeil, alors qu'on sait que c'est l'un des fiefs du Hezbollah. Il faudra bien sûr suivre également l'annonce de Joseph Aoun qui devrait s'exprimer à 20h heure libanaise. Thierry. Merci beaucoup Pauline Trezzer avec Fabrice Elsner. On marque une première pause et on poursuit nos échanges et nos débats. Je vous donne la parole et aux uns et aux autres. Merci de nous suivre si fidèlement sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. 18h16 tout pile, oui, vous êtes bien sur Europe 1 sur CNews, c'est votre punchline du vendredi. L'équipe qui m'accompagne ce soir, Louis de Ragnel est avec nous, Véronique Jacquet également, Bruno Combi, ancien officier de la Marine nationale, polytechnicien, Marc Varno, chef d'entreprise, sans oublier Guillaume Garnier, ancien plongeur des mineurs de la Marine nationale, auteur du livre Plongeur des mineurs, des hommes
ordinaire, puisqu'on parle de plongée et de déminage. Regardez cette communication de Donald Trump que je vais vous lire. L'Iran, avec l'aide des États-Unis, a déminé ou est en train de déminer toutes ses mers. Merci, Président. Voilà, annonce de Donald Trump. Peut-être une première réaction de votre part, Guillaume Garnier. Visiblement, ils déminent ensemble. Oui, c'est bien. Merci. C'est très bien qu'ils arrivent à se mettre d'accord et qu'ils arrivent à déminer. Ils ont les capacités, pardon, de déminer. Louis de Ragnel. Donc, avant de vous répondre, effectivement, c'est super, hein, mais qui va les croire en fait, hein. C'est un peu le souci. C'est-à-dire qui va les croire que les Iraniens. Quel armateur va les croire? Quelle assurance va les croire pour dire ok, c'est effectivement ils sont capables de le faire, ils ont fait le boulot. Pour répondre à votre question, effectivement. C'est pas les meilleurs en fait, hein. C'est pas les meilleurs. Ils sont meilleurs pour placer les mines plutôt que déminer, quoi. Alors, c'est ça que vous êtes en train de dire. Pour placer des mines, c'est facile, il suffit juste de les jeter à l'eau et de temps en temps vérifier la position GPS pour savoir où est-ce qu'elles sont. Maintenant, pour aller les retrouver et les détruire, il faut quand même des gens spécialisés, il faut du matériel spécifique. Les Iraniens, bon, je suis pas sûr que ça soit les meilleurs. Et les Américains, on sait qu'ils font de leur mieux, mais ils sont pas sur le podium mondial, hein, de la guerre des mines. Et en revanche, les Français, on est plutôt pas mauvais. C'est ce que nous disiez tout à l'heure au début de l'émission. Effectivement, les Français, on est effectivement plutôt bons. C'est pour ça qu'on participe à tous les exercices. Et dès qu'il y a besoin de nous, je rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il était prêt à intervenir une fois que le cessez-le-feu sera officiel, etc. Donc c'est peut-être que là, à ce moment-là, que vos collègues français plongeurs pourront intervenir. Bruno Combi, Marc Varnaud. Bruno. Oui, la plupart des mines qui étaient en possession de l'Iran sont des mines dites à aurain, c'est-à-dire qui sont ancrées au sol. Donc il y a une ancre ou un poids qui permet de les garder au sol, une chaîne ou un filin, et puis la mine qui est un peu entre deux eaux, un peu en dessous de la surface de l'eau pour taper le navire. Et normalement, quand on pose ces mines à aurain, en tout cas que pour les gens un peu responsables, ce qui est peut-être quand même le cas des Iraniens, et on prend un point GPS, comme vous disiez, pour savoir où on les a mises, pour pouvoir soit les éviter avec ses propres navires, déjà, et puis éventuellement pouvoir retourner les chercher, les enlever le jour où ça sera nécessaire. Mais ça m'a échappé ou pas? La semaine dernière, on évoquait que les Iraniens ne savaient plus où ils avaient mis leurs mines. Oui, vous avez vu cette information? C'était un bruit qui circulait, mais quelle est la part de la rumeur, de la réalité? Même s'ils savaient où elles étaient, ils ne voulaient peut-être pas le dire, sinon on va leur demander de les enlever. Une fois qu'ils disent on sait, elles sont là, on sait où elles sont. Ça permet de rajouter du doute. Ça permet de rajouter du doute et d'enlever de la pression, puisque les États-Unis ne pouvaient pas leur dire enlevez-les, puisqu'ils disaient on ne sait pas où elles sont. Voilà. C'était encore une fois de la communication. Voilà, c'est ça. Et donc, quand Donald Trump dit nous coopérons avec les Iraniens pour enlever ces mines, c'est peut-être simplement déjà en communiquant leur position de manière plus précise. On avait une carte jusqu'à présent avec deux zones, une qui est au milieu du chenal, du rail, comme on dit en termes de navigation, où passent les navires. Il y a un rail montant, un rail descendant, celui pour rentrer dans le détroit, celui pour sortir. Donc il y a une des zones minées qui est pile sur ce rail, pour couper ce rail en quelque sorte. Et puis il y en a une autre qui est un petit peu plus à l'est, là, plus près des côtes iraniennes. Et donc déjà savoir de manière plus précise, c'est coopérer au fait d'enlever ces mines. C'est déjà une première communication. Trump, qui va vite en la matière, nous explique que tout est quasiment déjà fait. Attendons de voir. Oui, Louis de Ragnel, une question peut-être à poser. Qu'on continue de chercher. Louis de Ragnel. J'avais une question à vous poser. C'est un peu c'est très concret, mais comment est-ce que concrètement on fait pour désamorcer une mine? Vous qui avez fait ça. Guillaume Garnier, ancien plongeur des mineurs de la Marine, notre invité ce soir. Alors effectivement, en fait, on ne les neutralise pas comme on pourrait neutraliser un colis piégé ou une bombe en terrestre. La problématique, c'est effectivement sous l'eau. Donc c'est assez... ça augmente la difficulté, hein, vous imaginez bien. Et donc en fait, toutes les mines qui sont détectées, donc vraiment le postulat de départ, c'est la détection. Il faut pouvoir détecter ces mines, et les chasseurs de mines le font très bien avec des sonars. Une fois qu'on a détecté ces mines, on va à proximité de la mine et on met de l'explosif à côté pour pouvoir la détruire en fait. Pour pouvoir neutraliser une mine, c'est la détruire. Parce que le risque est trop important de la neutraliser, de vouloir la démonter ou de vouloir l'enlever ou la récupérer. Ça vous a jamais intéressé, juste pour voir par exemple ce que font des armées étrangères, d'essayer d'en récupérer une, de la démonter pour... c'est du renseignement presque. Voilà. Donc ça, c'est des équipes spécialisées qui font ce métier-là, récupérer des informations auprès d'autres pays ou d'autres industriels.
J'ai une question. Est-ce qu'on a une estimation, peut-être que ma question est totalement ridicule parce que vous ne le savez pas, mais combien de mines potentiellement peut être situées dans le détroit d'Ormuz? On a une... Non, il y a des chiffres qui circulent ou pas? Enfin, c'est une question... Il y a eu des rumeurs. Oui. Donc au début du conflit, quand ils ont annoncé qu'ils ont miné, on avait entendu parler d'un assez petit nombre, 10-15 mines, mais douzaine, en fait on n'est pas sûr. Une douzaine. Bien. Mais c'est pas... On n'est pas certain. OK. Marc Varnaud, Oui. et Véronique Jacquier juste après. Alors, je ne suis pas du tout un expert des mines, mais par contre, j'ai beaucoup écouté les Iraniens. Et les Iraniens, ils aiment bien les maths. C'est-à-dire que les Iraniens, ils aiment bien nous dire, voilà, on a tiré 42 missiles, on a tiré 25 drones, on a tiré ceci, on a tiré cela. Et il y a un sujet, et alors ils vont jusqu'à nous comptabiliser les pendaisons, quoi. C'est complètement morbide avec les Iraniens. Par contre, sur les mines, on n'a jamais de chiffres. Bah oui, Alors je ne sais pas s'ils ont réellement miné des mines ou pas, mais la réalité, c'est que c'est quand même étrange que eux qui communiquent sur tout, sur les mines, il n'y a aucune communication. Ouais, On n'est même pas sûr qu'il y en ait. Il y en a Voilà. peut-être zéro. Ah oui, en plus. En fait, il faut savoir avec les mines, que ce soit les mines marines ou les mines Guillaume terrestres, Garnier. il suffit juste de dire qu'il y a une mine et on considère que tout est miné en fait. Ouais. Donc, on appelle ça le doute positif. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. On considère que c'est miné, donc il faut aller les chercher. Et vous savez quel type de mine ils utilisent ou pas du tout ou... Alors, et leur puissance? on a effectivement du renseignement. C'est pour ça que je m'autorise la question. Là-dessus, on a du renseignement. On sait à peu près effectivement ce qu'ils ont. On part pas là-bas les yeux fermés. Je m'en doutais. C'est quelle taille, pardon? Louis de Ragnel. Alors, Aujourd'hui, parce je me souviens des mines dans les films, de la Seconde Ça Guerre regarde trop de mondiale, mais films ça pour a Louis de Ragnel. évolué un peu depuis quand même. oui, alors on a toujours des mines de fond qui peuvent aller jusqu'à 1 tonne, qui permettent vraiment de faire des gros dégâts. Mais au fur et à mesure, on est en train de diminuer justement la taille de ces mines-là pour qu'elles soient plus sélectives en fait. Et donc on arrive à diminuer maintenant la taille et le poids pour avoir par exemple des mines à Orin comme on en parlait. On en a qui font moins de 100 kilos parce que c'est rapide à mettre en place et on peut toucher autre chose que des gros bateaux. Bruno Combi et Véronique Jacquier. Véronique Jacquier qui tend la main depuis ça dépend 5 minutes. effectivement du type de mine, c'est-à-dire que les mines qui explosent par contact, il y a des dispositifs d'explosion, c'est au contact du navire. Oui. Donc celles-là, comme elles sont tout près de la coque, elles n'ont pas besoin d'être très grosses pour faire un trou dans la coque, parce qu'elles sont directement sur la coque. Il y en a d'autres qui sont en détection acoustique ou magnétique. Et donc celles-là, quand elles explosent, elles ne sont pas sur le navire, elles sont à une certaine distance, qui peut être de plusieurs mètres, elles peuvent être au fond à une dizaine, 20 mètres. Et donc il faut une masse d'explosifs beaucoup plus grosse pour que ça puisse endommager le navire. Et du coup, ça fait une gerbe beaucoup plus grande quand ça explose également. Donc tout dépend du type de mine. Véronique, dernier mot sur le sujet. Véronique Jacquier. Moi, ce sont des considérations d'ordre stratégique et ça ne concerne pas les mines, messieurs. Moi, j'essaie de comprendre ce qui se passe ce soir, notamment quand on entend que Donald Trump affirme qu'un accord visant à mettre fin à la guerre est pratiquement finalisé et qu'il dit deux choses, le président américain. Il affirme que l'Iran a accepté de suspendre indéfiniment son programme nucléaire et que l'Iran ne recevra aucun fonds gelé des États-Unis. Franchement, est-ce qu'on peut le croire quand on sait que stratégiquement, depuis que l'Iran est attaqué, c'est un régime qui a tout intérêt à se dire mais finalement, si on avait été en capacité de fabriquer la bombe nucléaire, on n'aurait pas été enquiquiné comme on l'est depuis plus d'1 mois et demi. Donc j'ai du mal à croire que ce régime iranien est en train de baisser les bras. Donc d'un côté, le régime sans doute gagne-t-il du temps, mais d'un autre côté, qu'est-ce que véritablement veut nous dire Donald Trump? Et là, c'est une question pour Bruno Combi. Alors, quand l'Iran nous dit qu'ils suspendent, quand Donald Trump nous dit que l'Iran suspend de manière indéfinie son programme nucléaire, en fait, l'Iran n'a jamais reconnu qu'il avait un programme nucléaire. Donc, si on leur pose la question, ils diront non, on n'a pas de programme nucléaire. C'est ce qu'ils ont toujours dit, militaire. Hein. C'est ce qu'ils ont toujours dit depuis le départ. Donc maintenant, quand Donald Trump fait une annonce, il faut attendre la confirmation du côté iranien. Et ce qu'ont dit les Iraniens, c'est pas qu'ils suspendaient indéfiniment leur programme nucléaire. La seule chose qui soit concrète qu'ils aient dit, c'est qu'ils étaient peut-être d'accord pour le suspendre pour 5 ans. Et les États-Unis demandaient au moins 20 ans. Et aujourd'hui, maintenant, Donald Trump nous dit pour toujours. Mais attendons la position des Iraniens, parce que pour l'instant, leur position, c'est suspendre pour 5 ans. La position des Iraniens, on la connaît par avant. C'est surtout qu'on la connaît par avant. Et au bout de 5 ans, et au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'ils feront? La guerre les conforte dans le fait qu'il faut évidemment qu'ils aient un uranium nucléaire. La position militaire, pardon. La position des Iraniens, on la connaît malheureusement depuis 20 ans. Je veux dire, c'est pas nous qui la connaissons, même l'AIEA
Je crois que c'est la Bien seule sûr. fois l'AIEA a dit que les Iraniens mentaient depuis 30 ans. Donc les Iraniens sont des serial menteurs, c'est là où ils sont le plus forts. Et de toute façon, quoi qu'ils disent, ils continueront à vouloir développer l'arme nucléaire. Tout le monde le sait. Le problème aujourd'hui, c'est pas un problème nucléaire, c'est un problème de régime en Iran. On sait que tant que ce régime sera en place, ils continueront, quoi qu'ils disent, à développer l'arme nucléaire. Et le vrai problème, il est là. 2 informations.